Mes parents m'ont dit que grand-père était mort déçu de moi. Il s'avère qu'ils ont tout simulé, même son numéro de téléphone. Lors de la lecture du testament, son avocat a ouvert une lettre scellée, qui a exposé chaque mensonge, et a détruit leur petit empire. J'avais 23 ans, quand j'ai reçu l'appel, m'annonçant que grand-père Joseph était décédé. La voix de ma mère s'est brisée à l'autre bout du fil, tremblante de ce que je croyais être un chagrin sincère. Elle a dit qu'il s'était éteint paisiblement dans son sommeil, à la maison de retraite, que cela avait été rapide, et sans douleur. Puis est venue la partie, qui m'a complètement anéanti. Il était tellement déçu de toi, Wendy, a-t-elle chuchoté. Ces derniers mois, il n'arrêtait pas de demander pourquoi tu ne venais jamais le voir, pourquoi tu avais cessé de te soucier de la famille. Je me tenais dans la cuisine de mon minuscule appartement, le téléphone pressé si fort contre mon oreille, que ça faisait mal. Les mots ont atterri, comme des coups physiques. Grand-père Joseph avait été mon héros, en grandissant, la seule personne de ma famille, qui semblait me comprendre sincèrement. La culpabilité s'est abattue sur moi, par vagues si intenses, que je pouvais à peine respirer. J'ai essayé de l'appeler, ai-je réussi à balbutier, chaque semaine au cours des 6 derniers mois. Il n'a jamais répondu. La voix de mon père a retenti en arrière-plan, tranchante et froide. Peut-être qu'il ne voulait pas parler, à quelqu'un qui a abandonné sa famille, pour un stupide diplôme d'art. Cela aurait dû être mon premier indice. Mes parents avaient toujours détesté ma décision de poursuivre les beaux-arts, au lieu de rejoindre l'entreprise familiale d'immobilier commercial. Ils m'avaient traité d'égoïste, d'ingrate, d'un gaspillage de leur investissement dans mon éducation. Mais grand-père Joseph avait été différent. Il m'avait glissé un chèque de 500 € lors de ma remise de diplôme universitaire il y a 2 ans, en me chuchotant qu'il était fier de moi, pour avoir suivi ma passion. Les funérailles se sont déroulées, à cercueil fermé. Maman a expliqué que grand-père avait demandé la crémation, après une brève période de recueillement, quelque chose sur le fait de ne pas vouloir que les gens le voient dans un état diminué. Quand j'ai demandé à le voir une dernière fois, elle a dit que la période de recueillement était déjà passée. Ils s'en sont occupés en privé, juste tous les deux, parce qu'ils savaient à quel point ce serait difficile pour moi. Cela m'a semblé étrange, puisqu'il avait toujours été si vibrant, si plein de vie. Mais le deuil rend toute chose surréaliste et déconnectée. En y repensant maintenant, il y avait tellement de signaux d'alarme que j'ai manqué. Quand j'ai demandé à le voir une dernière fois avant la crémation, papa a dit qu'il était trop tard, et que les pompes funèbres avaient déjà tout préparé. Quand j'ai voulu visiter la maison de retraite, pour remercier le personnel qui s'était occupé de lui, maman a rapidement dit qu'ils avaient déjà géré tout ça, et que ce serait trop douloureux pour moi. Quand j'ai demandé le nom de l'établissement, pour pouvoir envoyer des fleurs, elle m'a donné une adresse, dont j'ai découvert plus tard qu'il s'agissait d'un centre de soins bon marché à l'autre bout de la ville, un endroit où grand-père n'avait jamais mis les pieds. J'ai essayé de chercher le numéro en ligne, pour appeler et exprimer ma gratitude à ses soignants, mais l'établissement nommé par maman a déclaré qu'il n'avait aucune trace d'un Joseph Harrison, ayant jamais été résident. À l'époque, j'ai pensé que j'avais peut-être mal noté le nom, ou que maman avait été trop accablée par le chagrin, pour s'en souvenir correctement. La possibilité qu'elle m'ait délibérément donné de fausses informations, ne m'a jamais traversé l'esprit. Et pourquoi l'aurait-elle fait? C'étaient mes parents, les personnes qui m'avaient élevé, qui étaient censées me protéger. L'idée qu'ils puissent utiliser la mort de mon grand-père comme une arme, qu'ils puissent fabriquer des mensonges pour me torturer émotionnellement, semblait impossible. Je me souviens à peine de cette cérémonie. Ce dont je me souviens, c'est de m'être tenu à la réception par la suite, pendant que mes parents tenaient court, acceptant les condoléances des associés commerciaux, et des parents éloignés. Ma tante Linda, la sœur de papa, m'a coincé près de la table des rafraîchissements. C'est vraiment dommage, que vous vous soyez éloignés tous les deux, a-t-elle dit, les yeux froids derrière ses lunettes. Robert a toujours dit que tu ressemblais trop à ton grand-père, trop têtu, trop idéaliste. Son mari, Marcus, mon oncle par alliance, est intervenu, en faisant tourner son whisky. Au moins, l'entreprise reste entre de bonnes mains maintenant. Joseph devenait trop mou dans ses vieux jours, parlant d'héritage et d'objectifs, au lieu de marge bénéficiaire. Quelque chose s'est tordu dans mes tripes, mais je noyais dans trop de culpabilité et de chagrin, pour l'examiner de près. J'ai passé les 3 mois suivants dans un brouillard, peignant à peine, mangeant à peine. Chaque souvenir de grand-père semblait entaché, par la croyance que je l'avais laissé tomber,
quand il avait le plus besoin de moi. Mon appartement est devenu un tombeau. Les toiles restaient intactes, les pinceaux se desséchaient, les couleurs se séparaient dans leurs tubes. Ma meilleure amie Rachel a essayé de me sortir des ténèbres, débarquant avec des plats à emporter et de l'inquiétude, mais je ne pouvais pas expliquer la profondeur de ce que je ressentais. Comment dire à quelqu'un que vous avez laissé tomber la seule personne qui croyait vraiment en vous, que votre dernier acte envers elle a été l'abandon? J'appelais parfois ce numéro, tard dans la nuit, quand la culpabilité devenait insupportable. Celui que j'utilisais depuis des mois, celui qui avait cessé de fonctionner, à peu près au moment où grand-père avait déménagé dans l'établissement. Cela tombait sur une messagerie vocale générique, avec une voix robotique. Je me disais qu'ils avaient peut-être réattribué son ancien numéro après son décès, que ce genre de choses arrivait. L'alternative, à savoir que quelque chose n'allait pas depuis le début, était trop horrible à envisager. Mon professeur d'art, le Dr Chen, m'a pris à part, après que j'ai manqué ma 3e séance de studio. C'était une petite femme, avec des yeux perçants qui ne manquaient rien. Wendy, quoi que tu traverses, tu ne peux pas laisser cela détruire ce que tu as construit. Ton grand-père ne voudrait pas ça. La présomption qu'elle savait ce que grand-père voulait, m'a mise en colère. Vous ne le connaissiez pas, ai-je rétorqué. Non, a-t-elle convenu doucement. Mais je te connais, et je sais que tu es plus forte que ça. Sauf que je ne l'étais pas. La dépression était comme des sables mouvants, me tirant vers le bas, à chaque fois que j'essayais d'en sortir. J'ai cessé de retourner les appels, cessé de vérifier mes emails. La date limite de mon portfolio, pour la bourse des artistes émergents, est arrivée et passée. Je m'en fichais. À quoi bon créer de l'art, si la personne qui le défendait le plus, pensait que je l'avais trahi? Puis est venu l'appel de Harold Weinstein, l'avocat de grand-père. Il avait besoin de moi à son bureau, pour la lecture du testament. J'ai failli ne pas y aller. L'idée de m'asseoir dans une pièce avec mes parents, pendant qu'il héritait de tout, me semblait insupportable. Mais quelque chose dans la voix de M. Weinstein m'a fait changer d'avis. Il avait dit qu'il était absolument essentiel que je sois présente. Le cabinet d'avocat était en centre-ville, tout en bois sombre et en chaise en cuir. Mes parents étaient déjà là à mon arrivée, assis l'un près de l'autre, sur un canapé bordeaux. Le sourire de maman était crispé et purement théâtral. Papa n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Wendy, a dit maman, quelle surprise. Nous ne pensions pas que tu prendrais la peine de venir. Monsieur Weinstein est entré, avant que je ne puisse répondre. Il était plus âgé que je ne l'imaginais, probablement dans les 70 ans, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Il s'est installé derrière son bureau, et a ouvert un épais dossier en carton. Avant qu'il ne puisse parler, papa s'est raclé la gorge. Harold, je pense que nous pouvons expédier cela. La part de Wendy était minime. C'est exact. Nous en avions discuté, lorsque père faisait ses arrangements. L'expression de M. Weinstein n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans ses yeux. Robert, je vous demanderai de vous abstenir de parler, jusqu'à ce que j'aie terminé les procédures nécessaires. Maman a tendu le bras, et a serré la main de papa. Il y avait quelque chose de théâtral dans ce geste, comme s'il présentait un front uni. Je les avais vus faire cela dans des réunions d'affaires en grandissant. Cet affichage de partenariat, soigneusement chorégraphié. Bien sûr, a dit papa d'un ton mielleux. Nous comprenons que c'est difficile, pour tout le monde. Difficile pour tout le monde. Comme si nous partagions tous le même chagrin, la même perte. Comme s'ils n'avaient pas passé les 3 derniers mois, à me regarder me désintégrer, tout en me nourrissant de mensonges, sur la déception de grand-père. Merci à tous d'être venus, a commencé M. Weinstein. La succession de Joseph est substantielle, et quelque peu compliquée. Avant de commencer la distribution formelle, je dois accomplir une instruction spécifique, qu'il m'a donnée. Il a sorti une enveloppe scellée, de couleur ivoire et épaisse. Mon nom était écrit sur le devant, avec l'écriture distinctive de grand-père. Mon cœur a fait un bond. Joseph a été très clair sur le fait que cette lettre doit être lue à haute voix dans cette pièce, avant que toute autre affaire ne soit traitée. Monsieur Weinstein m'a regardé, par-dessus ses lunettes. Wendy, ton grand-père a écrit ceci, 3 semaines avant sa mort. Il a mis à jour son testament, en même temps. Ma mère a bougé,
mal à l'aise. La mâchoire de papa s'est contractée. Monsieur Weinstein a brisé le seau, et a commencé à lire. Ma très chère Wendy, si tu entends ceci, c'est que mes soupçons étaient fondés, et que mon fils Robert a dit, que j'étais mort déçu de toi. Laisse-moi être absolument clair. C'est un mensonge. Tu as été la plus grande joie de mes dernières années, et je n'ai jamais été aussi fier de quiconque, de toute ma vie. La pièce est devenue, complètement silencieuse. J'ai eu l'impression, d'avoir été frappé par la foudre. Je t'écris ceci depuis ma vraie chambre, à la résidence assistée de Marouk, et non depuis la maison de retraite Bon Marché, où tes parents t'ont dit que j'étais. Je suis ici depuis 8 mois, à l'aise et bien soigné, me demandant pourquoi ma petite fille bien-aimée, a soudainement cessé de me rendre visite, après mon déménagement. Il m'a fallu 2 mois pour comprendre, ce que Robert et Patricia avaient fait. La voix de Monsieur Weinstein était posée, mais son expression s'était durcie. Ils ont changé mon numéro de téléphone, Wendy. Le numéro que tu appelais depuis des mois, n'était pas du tout le mien. Ils m'ont acheté un nouveau téléphone, quand j'ai déménagé à Metabrook, et ont gardé mon ancien numéro pour eux, te donnant celui-ci à la place. J'ai découvert cela lorsque l'infirmière Jennifer a mentionné, que tu avais appelé la ligne principale de l'établissement en juillet, paniqué parce que je ne répondais pas à mon portable. Le personnel t'a dit que j'étais en physiothérapie, et a pris ton numéro, pour que je te rappelle. Je n'ai jamais reçu ce message. Mes mains tremblaient si fort, que j'ai dû les serrer l'une contre l'autre. Quand j'ai enquêté, j'ai découvert que Robert avait utilisé sa procuration, pour imposer des restrictions sur mon compte. Tous les appels et messages étaient filtrés par l'administrateur de l'établissement, quelqu'un que Robert avait convaincu, que je déclinais sur le plan cognitif, et que j'avais besoin de protection, contre les communications stressantes. Ton nom figurait, sur une liste bloquée. Maman avait pâli. Papa fixait droit devant lui, le visage taillé dans la pierre. L'air dans la pièce avait changé. Il semblait électrique, chargé de quelque chose de dangereux. J'ai regardé le maquillage soigneusement appliqué de ma mère, commencer à se fissurer, au coin de ses yeux. J'ai regardé le muscle de la mâchoire de mon père, tressaillir de façon rythmique. Monsieur Weinstein a levé les yeux vers moi, et dans ce bref instant, j'ai vu quelque chose comme de la pitié, mélangée à de l'admiration. Il a pris une inspiration, et a continué. J'ai commencé à faire attention. Après cela, j'ai engagé une détective privée, en fait une femme merveilleuse nommée Michelle Torres, qui m'a aidé à reconstituer, ce que mon fils a fait. Robert, tu pensais que je perdais la tête, n'est-ce pas? Trop vieux pour remarquer les états financiers falsifiés, les signatures contrefaites, l'argent discrètement siphonné de mes comptes. Papa s'est levé d'un bond. C'est absurde. Le vieil homme était sénile. Asseyez-vous, monsieur Harrison, a dit doucement monsieur Weinstein. Ou je ferai en sorte que la sécurité vous escorte vers la sortie, et je continuerai en votre absence. Papa s'est assis. Son visage était devenu, d'un rouge marbré. L'avocat a continué, Wendy, ils t'ont tenu à l'écart délibérément. Ton père savait que tu étais la seule personne, qui pourrait remettre les choses en question, qui pourrait prendre ma défense. Tu as toujours été trop honnête, pour ton propre bien, ma chérie. Alors ils t'ont isolé. Ils t'ont dit que j'étais déçu, que je ne voulais pas te voir. Ils t'ont laissé te noyer dans la culpabilité, pendant qu'ils démantelaient systématiquement, tout ce que j'avais construit. Les larmes coulaient, sur mon visage. Monsieur Weinstein a fait une pause, m'offrant une boîte de mouchoirs, avant de poursuivre. Tout mon corps tremblait maintenant. 3 ans. Il le volait, depuis 3 ans. Pendant que je luttais à l'université, en cumulant 2 emplois à temps partiel pour éviter de leur demander de l'aide, il détournait des millions, à l'homme qui m'avait fait ce chèque de remise des diplômes. Pendant que je construisais ma carrière artistique à partir de rien, il démantelait systématiquement, tout ce que grand-père avait passé sa vie, à créer. La trahison était si énorme, que je ne pouvais pas tout assimiler d'un coup. C'est venu par vagues. D'abord le choc, puis la rage, puis un chagrin si profond, que j'avais l'impression de me noyer. Je ne pouvais pas les affronter ouvertement, a lu monsieur Weinstein. Robert a un côté vicieux, et je m'inquiétais de ce qu'il pourrait faire, s'il se sentait coincé. Alors, j'ai planifié. J'ai tout documenté. J'ai changé mon testament, et je me suis assuré que la vérité éclaterait, une fois que je serais parti en sécurité,
là où il ne pourrait plus me blesser, ni me manipuler. La lettre détaillait tout. Comment papa avait falsifié la signature de grand-père sur des contrats, revendant des propriétés, et empochant les bénéfices. Comment il avait créé des sociétés écrans, pour cacher l'argent. Comment maman avait été complice, aidant à falsifier des documents, et à mentir aux membres de la famille. Les montants étaient stupéfiants, près de 4 millions d'euros, sur 3 ans. Ma succession, après impôts et legs spécifiques, est évaluée à environ 18 millions d'euros. Robert et Patricia, vous ne recevrez rien. Pas un seul centime. Chaque actif, chaque investissement, chaque propriété, revient à Wendy. Je ne pouvais plus respirer. La pièce s'est mise à tourner. 18 millions d'euros. Je vivais dans un appartement de 40 mètres carrés, avec un radiateur qui fonctionnait à peine, mangeant des ramen 3 soirs par semaine, et je venais d'hériter de 18 millions d'euros. Mais l'argent semblait sans importance, par rapport à tout le reste. De plus, toute la documentation de votre vol a été remise au bureau du procureur. Au moment où cette lettre sera lue, des mandats d'arrêt auront été émis, à votre encontre. Maman a émis un bruit d'étranglement. J'ai essayé, Robert. J'ai tellement essayé de t'élever pour que tu sois un homme bien, mais tu as choisi l'avidité plutôt que la famille, la manipulation plutôt que l'amour. Tu m'as éloigné de ma petite fille, dans mes derniers mois. Tu m'as volé. Tu as fait croire à Wendy, qu'elle m'avait laissé tomber. Et rien que pour ça, je ne pourrai jamais te pardonner. Monsieur Weinstein a posé la première page, et en a pris une autre. Il y a plus. Wendy, ton grand-père voulait que tu saches, qu'il a passé ces dernières semaines, à penser à toi constamment. Il a regardé des vidéos de ton exposition d'art du printemps dernier, celle à laquelle tes parents prétendaient ne pas assister. Il y était en fait, dans un fauteuil roulant au fond. Un sanglot s'est arraché de ma gorge. Il a acheté 3 de tes peintures, par l'intermédiaire d'un acheteur anonyme. Elles sont accrochées dans la chambre privée de Metabrook, où il a passé ses derniers jours. Je m'étais senti si seul à cette exposition, convaincu que personne ne s'intéressait à mon travail. Le souvenir de cette nuit est revenu m'inonder, avec une clarté douloureuse. J'avais porté ma plus belle robe, la bleu marine que j'avais trouvée dans une friperie, et que j'avais retouchée moi-même. J'avais envoyé une invitation à mes parents des mois à l'avance, puis un rappel 2 semaines avant, puis un texto le jour même. Ils n'avaient jamais répondu. Il y avait eu un homme en fauteuil roulant, vers le fond. Je l'avais remarqué parce qu'il était resté, pendant toute l'exposition, étudiant chaque œuvre avec attention. À un moment donné, je l'avais surpris en train de s'essuyer les yeux, alors qu'il regardait ma peinture de coucher de soleil. J'avais voulu m'approcher de lui, mais j'avais été entraîné dans une conversation, et quand j'ai regardé à nouveau, il était parti. C'était grand-père. Il voulait que tu saches que tu as fait le bon choix, qu'un cœur qui parle à l'âme, vaut plus que des bâtiments qui parlent au portefeuille. Monsieur Weinstein a dégluti. Il a dit, et je cite ici, Wendy a une lumière en elle, que cette famille a essayé d'éteindre. J'utilise tout ce que j'ai, pour m'assurer qu'elle brûle de 1000 feux. La lettre s'est conclue, sur des questions pratiques. Monsieur Weinstein servirait d'exécuteur testamentaire, et m'aiderait à naviguer dans l'héritage. Il y avait des instructions détaillées sur quelles propriétés garder et lesquelles vendre, quelles œuvres de charité soutenir, et comment gérer la transition de l'entreprise. Grand-père avait pensé, à tout. Une dernière chose a dit monsieur Weinstein, Joseph voulait que je te donne ceci. Il m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur se trouvait la montre à gousset de grand-père, celle qu'il avait portée chaque jour, de sa vie d'adulte. Gravé à l'arrière, il y avait de nouveaux mots, pour Wendy, qui a eu le courage d'être elle-même. Amour pour toujours, grand-père Joseph. Je pleurais si fort, que je pouvais à peine voir. Derrière moi, j'ai entendu du mouvement. Mes parents essayaient, de partir. La chaise de maman a raclé, contre le sol. Papa avait déjà fait la moitié du chemin vers la porte, sa main sur la poignée. Ils s'enfuyaient. Après tout ce qu'ils avaient fait, tous les mensonges qu'ils avaient racontés, toute la douleur qu'ils avaient causée, ils allaient simplement s'en aller. Je ne ferai pas ça, a dit calmement monsieur Weinstein. La police vous attend dans le hall. Asseyez-vous. Maman a émis un son, semblable à celui d'un animal blessé. Papa s'est tourné pour me faire face, son expression tordue par la rage,
et par quelque chose qui aurait pu être de la peur. Tu vas le regretter, a-t-il sifflé. Petite peste ingrate. La voix de Monsieur Weinstein a claqué comme un fouet. Vous avez fait assez de dégâts. Il s'est tourné vers moi. Wendy, tu n'as pas besoin d'être ici, pour ce qui va suivre. Voudrais-tu sortir? J'ai secoué la tête. J'avais besoin d'aller jusqu'au bout de cela. J'avais besoin de voir les masques tomber enfin. 2 détectives sont entrés dans la pièce. Un signe bien en évidence. Ils ont lu leur droit à mes parents, pendant que maman sanglotait, et que papa se tenait rigide, refusant de regarder qui que ce soit. Ils ont été menottés et emmenés, et la dernière chose que j'ai entendue, c'est ma mère criant que j'avais détruit la famille, que j'étais vindicative et cruelle. Monsieur Weinstein avait appelé les détectives, dès que mes parents avaient confirmé qu'il assisterait à la lecture. Le moment avait été coordonné avec soin, pas comme une mise en scène théâtrale, mais stratégique. Joseph voulait qu'ils entendent la vérité de ses propres mots, avant d'affronter la justice, m'a expliqué l'avocat plus tard. Il voulait qu'ils sachent, qu'ils savaient qu'ils ne l'avaient pas trompé. Après leur départ, Monsieur Weinstein m'a préparé du thé. Nous nous sommes assis dans son bureau, pendant qu'il m'expliquait tout en détail. L'enquête était en cours, depuis des semaines. Les preuves étaient accablantes. Des documents falsifiés, des relevés bancaires, des témoignages de complices. Mes parents allaient aller, en prison. Il a étalé des documents sur son bureau, me guidant à travers la trace écrite, que grand-père et son enquêtrice avaient rassemblée. Il y avait des relevés bancaires montrant des virements, vers des sociétés écrans, portant des noms comme Riverside Holdings LLC et Harrison Development Group. Il y avait des contrats portant la signature falsifiée de grand-père, vendant des propriétés bien en dessous de leur valeur marchande, à des entreprises que papa contrôlait secrètement. Il y avait des emails entre mes parents, discutant de la manière de gérer le vieil homme, et de garder Wendy dans l'ignorance. Un email de ma mère à mon père, daté de 2 mois avant la mort de grand-père, m'a rendu physiquement malade. Joseph a encore essayé d'appeler aujourd'hui. J'ai dit à l'administrateur de l'établissement qu'il faisait une crise, et je leur ai rappelé que nous avons la procuration totale, pour ces décisions de soins. Ils ont bloqué l'appel. Il s'est énervé, et a exigé de parler à la direction. Nous devons être plus prudents. Il est plus vif que nous le pensions. Une fois qu'il sera parti, tout se mettra en place. Ils avaient systématiquement isolé un homme mourant, de la personne qu'il aimait le plus. Ils avaient utilisé leur procuration, quelque chose qu'ils leur avaient accordé par confiance, pour manipuler le personnel de l'établissement, afin de le couper du monde extérieur. Et ils avaient fait tout ça, pour de l'argent. Comment a-t-il compris, ai-je demandé, d'une voix enrouée. S'ils avaient le contrôle de ses communications, de ses comptes, de tout. Monsieur Weinstein a souri, tristement. Ton grand-père était plus vif, qu'il ne le pensait. Il a remarqué de petites divergences, dans ses relevés mensuels. Quand il a interrogé Robert à ce sujet, les explications de ton père, ne tenaient pas vraiment la route. Joseph a commencé à tenir, ses propres registres. Il m'a montré le carnet. L'écriture de grand-père, toujours ferme et claire malgré son âge, remplissait page après page. RC est venu aujourd'hui. A dit, nous avons vendu la propriété d'Elwood pour 2,1 millions, mais je me souviens avoir mis ce bâtiment sur le marché pour 3,5 millions. Où est passée la différence? Essayez d'appeler Wendy pour son anniversaire. Le téléphone ne marche encore pas. R dit qu'elle est trop occupée, pour venir me voir. Je ne le crois pas. Quelque chose ne va pas. Mon grand-père était mort en sachant que son fils l'avait trahi, sachant qu'il était systématiquement volé et isolé, mais incapable de l'arrêter, sans risquer de perdre sa connexion avec moi. Parce que s'il les avait affrontés directement, ils auraient peut-être réussi, à me retourner contre lui. Ils auraient pu me convaincre qu'il était sénile, paranoïaque, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Alors au lieu de cela, il a planifié. Il a tout documenté. Il a changé son testament. Il s'est assuré que la vérité exploserait, après qu'il serait en sécurité, hors de leur portée. Ton grand-père t'aimait beaucoup, a dit doucement Monsieur Weinstein. Il a été dévasté, lorsqu'il a réalisé ce qu'ils avaient fait. Mais il était aussi absolument certain, que tu survivrais à cela, que tu t'épanouirais. Il croyait en toi, complètement.
J'ai baissé les yeux vers la montre à gousset dans mes mains, passant mon pouce sur la gravure. La culpabilité qui m'écrasait depuis des mois avait disparu, remplacée par un chagrin, qui semblait propre d'une certaine manière. Honnête. J'avais perdu mon grand-père, mais je ne l'avais pas laissé tomber. Il savait que je l'aimais. C'était tout ce qui comptait. Les quelques mois suivants ont été chaotiques. Le procès a été largement couvert par les médias locaux. Un éminent promoteur immobilier et sa femme, pris en flagrant délit de détournement de fonds, au détriment de leur père âgé. J'ai témoigné, expliquant comment ils m'avaient manipulé, comment ils avaient utilisé mon amour pour grand-père, comme une arme. Le jury a délibéré, pendant moins de 4 heures. La salle d'audience était bondée de journalistes, d'associés commerciaux, et de curieux. Je me suis assise à la barre des témoins, pendant que le procureur me guidait, à travers la chronologie des événements. Quand avais-je parlé à mon grand-père pour la dernière fois? Pourquoi avais-je cessé de lui rendre visite? Comment mes parents expliquaient-ils son silence? À l'autre bout de la pièce, mes parents étaient assis à la table de la défense. Papa avait l'air diminué d'une certaine façon, son costume chair flottant plus qu'il ne le devrait. Maman se tamponnait les yeux avec un mouchoir, jouant le rôle de la veuve éplorée. Leurs avocats ont tenté d'obtenir un accord de plaidoyer. Le procureur de district a refusé. Les preuves étaient trop accablantes. La défense a tenté de dépeindre grand-père comme confus et vindicatif, affirmant qu'il avait changé son testament dans un moment de démence. Cette stratégie s'est effondrée lorsque l'accusation a présenté des dossiers médicaux prouvant qu'il était resté vif d'esprit jusqu'à la fin, ainsi que les témoignages de plusieurs médecins, infirmières et même de la détective privée qu'il avait engagée. Michel Torres a pris la barre dans un tailleur gris impeccable. Son témoignage était dévastateur dans sa précision. Elle a décrit avoir observé mon père rencontrer des associés dans des restaurants pour discuter des prochaines propriétés à vendre. Elle a présenté des photographies de documents falsifiés et des dossiers financiers détaillés qu'elle avait obtenus grâce à des assignations légales. Elle avait même retrouvé la trace des sociétés écrans en suivant l'argent à travers un labyrinthe de comptes jusqu'à ce que la piste ramène directement aux avoirs personnels de mes parents. Quand ce fut au tour de maman de témoigner, elle a essayé de faire porter le chapeau à papa. Elle a affirmé qu'elle ne savait rien du détournement de fonds, qu'elle avait seulement aidé pour la situation du téléphone, parce que Robert lui avait dit que je contrariais Joseph avec mes choix de vie irresponsables. L'accusation a détruit sa crédibilité en quelques minutes, en présentant ses emails, où elle discutait du stratagème avec des détails explicites. Papa n'a pas témoigné à la barre. Ses avocats le lui ont déconseillé. Au lieu de cela, ils ont essayé de faire valoir qu'il avait l'intention d'investir l'argent, et de le rendre avec des intérêts, que tout cela n'était qu'un malentendu sur son rôle, dans la gestion des affaires de son père. Personne n'y a cru. La déclaration de l'impact sur la victime a été la partie la plus difficile. Je me suis tenu au pupitre, en regardant mes parents. Ces personnes que je pensais connaître autrefois, et j'ai essayé d'articuler ce qu'elles m'avaient pris. Ils n'ont pas seulement volé de l'argent, ai-je dit, la voix tremblante. Ils ont volé les derniers mois de mon grand-père. Ils m'ont volé ma capacité à dire au revoir. Ils m'ont fait croire que j'avais déçu la personne qui croyait le plus en moi. Pendant 3 mois, j'ai vécu avec une culpabilité si écrasante que je pouvais à peine fonctionner. J'ai arrêté de créer de l'art. J'ai arrêté de vivre. Tout cela parce qu'ils avaient besoin que je ne sois pas dans les parages pendant qu'ils dépouillaient un homme mourant. Maman a commencé à pleurer encore plus fort. Papa fixait la table. Le pire, c'est que ce sont mes parents, ai-je continué. Je les aimais, je leur faisais confiance, et ils ont utilisé cet amour comme une arme, pour me torturer. Ils m'ont regardé dans les yeux lors des funérailles, et m'ont regardé m'effondrer, sachant que chaque mot était un mensonge. Ce n'est pas une erreur de jugement momentanée. C'est de la cruauté. Les remarques de la juge lors de la condamnation ont été tout aussi sévères. Elle a parlé de la confiance sacrée entre parents et enfants, entre les soignants et les personnes âgées. Elle a souligné qu'il ne s'agissait pas d'un crime passionnel ou de désespoir, mais d'années de vol calculé, et de maltraitance émotionnelle. Papa a écopé de 12 ans, maman de 8. Il serait admissible à la libération conditionnelle, mais la juge s'est montrée impitoyable, qualifiant leurs actes de trahison profonde de la confiance familiale.
La confiscation des biens a pris la plus grande partie de ce qu'il leur restait. La maison dont ils étaient si fiers, la propriété de vacances, les voitures de luxe, tout a été saisi pour payer les restitutions et les frais de justice. Je n'ai pas assisté au prononcé de la sentence. J'étais à Metabrook, visitant enfin la chambre de grand-père. Le personnel l'avait gardée exactement comme il l'avait laissée, en m'attendant. Et elles étaient là, 3 de mes peintures. Un coucher de soleil sur la rivière, un portrait de Maintenant des pinceaux, une œuvre abstraite sur l'espoir et la résilience. La pièce était plus petite que ce que je pensais, mais remplie de vie, grâce à une grande fenêtre donnant sur un jardin. Il y avait une chaise confortable près de la fenêtre, où grand-père devait s'asseoir. Une petite étagère remplie de ses romans préférés, une table avec des mots croisés à moitié terminés. Des touches personnelles partout, des photographies de lui et de grand-mère, avant son décès. Quelques-unes de moi enfant, et même un programme, de ma remise de diplôme universitaire. Jennifer, l'infirmière qu'il avait mentionnée dans sa lettre, a été celle qui m'a fait la visite. Elle était plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être 40 ans, avec des yeux bienveillants et un sourire chaleureux, qui me rappelait un peu grand-père lui-même. C'était l'un de mes résidents préférés, m'a-t-elle dit, alors que nous nous tenions dans l'encadrement de la porte. Il avait toujours une histoire à raconter. Il s'intéressait toujours à ce qui se passait dans le monde. Il parlait de vous constamment. Wendy ceci, Wendy cela, il était tellement fier de vous. Elle m'a montré où il avait accroché mes peintures. Le coucher de soleil était positionné de manière à capter la lumière de l'après-midi. Le portrait des mains était à côté de son lit, la première chose qu'il verrait, à son réveil. L'œuvre abstraite était accrochée en face de sa chaise, pour qu'il puisse la contempler, pendant ses moments de calme. Il les a achetés à votre exposition en utilisant un acheteur par procuration, a expliqué Jennifer. L'un des membres du personnel ici, l'a aidé à l'organiser. Il ne voulait pas que vous sachiez que c'était lui. Puis il les a fait livrer ici, la semaine suivante. Il était tellement excité, quand elles sont arrivées. Elle a souri, doucement. Il s'asseyait et les regardait pendant des heures, particulièrement vers la fin. Il me parlait de l'époque où il vous regardait peindre quand vous étiez petite, de la façon dont, même alors, vous aviez cette intensité, cette concentration. Il disait que vous peignez comme si vous essayiez de capturer quelque chose d'essentiel, quelque chose de vrai. J'ai tracé mes doigts le long du cadre de la peinture du coucher de soleil, me souvenant du jour où je l'avais créé. Je luttais avec une commande qui me semblait sans âme, et je l'avais mise de côté, pour peindre quelque chose juste pour moi. Cette œuvre, tout en orange chaud et en violet profond, la rivière reflétant la lumière mourante, avait jailli de moi, en un seul après-midi. Elle n'était pas à vendre à l'exposition. Je ne l'avais incluse, que pour combler l'espace sur le mur. Grand-père l'avait achetée, quand même. Il avait vu au-delà de la commande techniquement compétente, et s'était tourné vers la pièce qui contenait de véritables morceaux, de mon âme. Il avait acheté mon article, il avait été là à regarder, fier. Je suis resté là longtemps, à pleurer et à rire, et à lui parler comme s'il pouvait m'entendre. Peut-être qu'il le pouvait. Je lui ai parlé de mes projets pour l'argent, de la fondation d'art que je voulais lancer pour les enfants défavorisés, du centre communautaire que je voulais construire. J'ai promis d'honorer sa mémoire en aidant les gens, de la façon dont il m'avait aidé. L'entreprise a été plus difficile à gérer. J'ai embauché de nouveaux cadres, des personnes en qui grand-père avait confiance, et j'ai mis en œuvre les changements qu'il avait esquissés dans ses instructions. Nous avons déplacé notre attention du pur profit vers le développement durable et le logement abordable. Cela l'aurait rendu heureux. L'entreprise s'appelait Harrison Property, depuis 43 ans. Entrer dans ce bureau du centre-ville pour la première fois en tant que propriétaire m'a semblé surréaliste. Des employés que je n'avais jamais rencontrés, savaient qui j'étais, me regardaient avec un mélange de curiosité, de sympathie, et dans certains cas, de ressentiment à peine dissimulé. La réunion du personnel de direction était tendue. C'étaient des gens que mon père avait embauchés, des gens qui avaient travaillé sous ses ordres, pendant des années. Certains d'entre eux étaient au courant des détournements. Pas des détails peut-être, mais suffisamment pour avoir des questions qu'ils avaient choisi de ne pas poser. D'autres étaient sincèrement choqués, luttant pour réconcilier le patron qu'ils avaient connu avec le criminel qu'ils avaient vu aux informations. J'avais préparé un discours, je m'étais entraîné une douzaine de fois avec M. Weinstein.
Mais debout là, en bout de cette longue table de conférence, en regardant tous ces visages, je l'ai mis de côté, et j'ai plutôt parlé avec mon cœur. Je ne suis pas mon père, ai-je dit simplement. Je ne suis pas ici, pour continuer ce qu'il a construit. Je suis ici pour le transformer, en quelque chose dont mon grand-père aurait été fier. Certains d'entre vous voudront faire partie de cette transformation. D'autres non. Je comprends, dans les deux cas. 3 cadres supérieurs ont démissionné en l'espace d'une semaine. 2 autres ont suivi le mois suivant, mais d'autres sont restés, et ensemble, nous avons commencé à remodeler l'entreprise. J'ai fait venir Hélène Chavez, une architecte avec qui grand-père avait travaillé des décennies plus tôt, qui se spécialisait dans les logements abordables. J'ai embauché Marcus Kim, un consultant en durabilité, qui essayait depuis des années d'amener papa à envisager des pratiques de construction écologique. Nous avons établi une nouvelle déclaration de mission, axée sur le développement communautaire et la responsabilité environnementale. Le conseil d'administration était divisé. La moitié pensait que j'étais naïve, et que je ferais couler l'entreprise en un an. L'autre moitié était prudemment optimiste, en particulier les membres plus âgés, qui se souvenaient de ce qu'était Harrison Property, lorsque grand-père la dirigeait activement, avant que papa ne réoriente tout, vers l'extraction maximale de profit. Nous avons subi un coût financier, cette première année. Les marges bénéficiaires ont diminué, à mesure que nous investissions dans de meilleurs matériaux, de meilleures pratiques de travail, et des processus de consultation communautaire. Mais nous avons aussi commencé à remporter des prix, la reconnaissance des comités d'urbanisme de la ville, et des articles dans des magazines d'architecture, au sujet de nos projets de logement à revenus mixtes. Plus important encore, nous avons commencé à construire des choses, qui améliorent réellement la vie des gens. Oncle Marcus a essayé de contester le testament, alléguant une influence indue. Cela a duré environ 3 semaines, avant que M. Weinstein ne l'enterre sous la documentation, prouvant la saine d'esprit de grand-père, et ses intentions claires. Marcus a fini par reculer, bien qu'il se soit assuré que tout le monde sache, qu'il pensait que je ne le méritais pas. Linda a divorcé de lui, 6 mois plus tard. Apparemment, les frais de justice et son avidité évidente, avaient été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans un mariage déjà en difficulté. Je m'en fichais. J'avais passé trop d'années à m'inquiéter, de ce que ce côté de la famille pensait de moi. Le plus difficile a été d'accepter, que mes parents avaient été prêts à me torturer émotionnellement, pour atteindre leurs objectifs. Ils m'avaient regardé souffrir, sous le poids d'une fausse culpabilité, et n'avaient rien fait. Les lettres de maman depuis la prison, étaient pleines de justifications, et de rejet de la faute sur les autres. Papa n'a jamais écrit du tout. J'ai arrêté de lire les lettres de maman, après les premières. Il n'y avait rien là-dedans, dont j'avais besoin. Mon exposition d'art 6 mois plus tard, a été dédiée à grand-père Joseph. J'ai créé une série de portraits, basés sur des photographies de sa vie, jeune et ambitieux, d'âge moyen et buriné, âgé et sage. La pièce maîtresse était une grande toile, montrant ses maintenant cette montre à gousset, la gravure bien visible. Je l'ai appelée « Héritage d'amour ». L'exposition a fait « salle comble ». Les critiques l'ont qualifiée de mon œuvre de percée. Mais le meilleur moment est survenu, lorsqu'une femme âgée s'est approchée de moi lors de la réception d'ouverture, les larmes aux yeux. « J'étais l'infirmière de votre grand-père », a-t-elle dit. Jennifer. Il parlait de vous, constamment. Il m'a fait promettre que si jamais vous veniez à Metabrook après son départ, je devais vous dire quelque chose. Ma gorge s'est serrée. Qu'est-ce que c'est? Il a dit de vous dire que vous aimez a été la chose la plus facile qu'il ait jamais faite, et que vous regardez devenir vous-même, a été son plus grand privilège. Il a dit que vous étiez exactement la personne que vous étiez censé être, et que c'était parfait. Je l'ai serré dans mes bras, pendant que je pleurais. Cette étrangère, qui s'était occupée de mon grand-père dans ses derniers jours. Elle m'a serré, comme si j'étais de la famille. Et peut-être qu'à ce moment-là, je l'étais. 1 an après la lecture du testament, j'ai reçu une lettre de papa. Elle était courte, clinique, dépourvue d'émotions réelles. Il disait qu'il avait eu le temps de réfléchir, que peut-être il avait fait des erreurs. Il a demandé si je viendrais lui rendre visite. Il ne s'est jamais excusé, n'a jamais pris ses responsabilités. Je n'ai pas répondu. Certains ponts brûlent, pour de bonnes raisons. J'ai rendu visite à maman une fois, cependant.
Elle avait l'air petite dans son uniforme de prison, plus âgée que son âge. Elle a pleuré et dit qu'elle était désolée, qu'elle s'était laissée égarer par papa. Elle a demandé de l'argent pour la cantine, pour un bon avocat, qui pourrait l'aider à obtenir une libération conditionnelle anticipée. Je l'ai regardée à travers la table rayée du parloir, et je n'ai ressenti que de la tristesse, pour ce qui aurait pu être. Grand-père m'a laissé une lettre, ai-je dit doucement. Il m'a raconté tout ce que tu as fait, pas seulement le vol, mais la cruauté. Tu m'as laissé croire que j'avais brisé son cœur. Tu as utilisé mon amour, comme une arme. Elle a commencé à protester, pour trouver des excuses. Je me suis levé. Je te pardonne, parce que m'accrocher à la colère, m'empoisonnerait. Mais le pardon, ne signifie pas la réconciliation. J'espère que tu trouveras la paix, maman. Vraiment. Mais tu ne la trouveras pas, avec moi. Je suis sorti, et je n'y suis jamais retourné. La fondation a été lancée, 2 ans après la mort de grand-père. Nous fournissons des bourses, du matériel, et des espaces d'atelier, pour les jeunes artistes issus de familles à faible revenu. Le centre communautaire a ouvert 6 mois plus tard, offrant des cours gratuits, et des espaces d'exposition. Je les ai tous les deux nommés d'après lui, la Fondation Joseph Harrison pour les arts, et le Centre Harrison pour l'expression créative. Lors de la cérémonie d'ouverture, j'ai prononcé un discours sur les secondes chances, et le courage d'être soi-même. J'ai parlé de la façon dont mon grand-père avait vu quelque chose en moi qui valait la peine d'être protégé, qui valait la peine qu'on se batte pour. Comment il avait utilisé son dernier acte sur Terre, pour me rendre libre. Je n'ai pas mentionné mes parents. Ils ne faisaient plus partie de l'histoire. Debout dans cet espace lumineux rempli d'art, entouré d'enfants qui riaient, qui créaient, et qui s'épanouissaient, j'ai enfin ressenti tout le poids de ce que grand-père m'avait donné. Pas seulement de l'argent, pas seulement des propriétés, pas seulement de la réhabilitation. Il m'avait donné la preuve que j'étais aimée inconditionnellement, que j'étais suffisante, exactement comme j'étais. Parfois, je porte encore sa montre à gousset. Je suis à mon studio ou à la fondation, travaillant tard, et je la sors pour passer mes doigts sur la gravure. Pour Wendy, qui a eu le courage d'être elle-même. Il s'est trompé sur une chose, cependant. J'ai trouvé ce courage, grâce à lui. Parce que quelqu'un croyait en moi, de manière absolue, sans réserve ni condition. Parce que lorsque mes propres parents ont essayé de me briser, il m'a reconstruite, même depuis l'au-delà. L'empire qu'il a détruit, n'était pas le sien. C'était le leur. Les mensonges, l'avidité, la manipulation, tout s'est effondré, parce qu'un vieil homme aimait suffisamment sa petite fille, pour s'assurer que la vérité lui survive. Les gens me demandent si je suis en colère à propos des années que j'ai perdues, de la relation que mes parents m'ont volée. Je leur réponds que je suis plutôt reconnaissante. Reconnaissante pour le temps que j'ai passé avec grand-père Joseph. Reconnaissante pour le dernier cadeau qu'il m'a offert. La vérité, délivrée avec un timing parfait et une précision dévastatrice. Il m'a appris que le véritable héritage ne se mesure pas en propriété ou en profit. Il se mesure en amour et en intégrité, dans le courage de défendre ce qui est juste, même quand cela vous coûte tout. Surtout à ce moment-là. J'ai encadré ces derniers mots, dans mon bureau. Le dernier paragraphe de cette lettre, que M. Weinstein a lu, Wendy, ma petite fille chérie, ne doute jamais que tu as rendu ma vie, incommensurablement plus riche. Chaque peinture que tu as créée, chaque choix courageux que tu as fait, chaque fois que tu as défendu ta vérité, ce sont là, mes plus grands trésors. Sois audacieuse. Sois gentille. Sois exactement, qui tu es. Le monde a besoin de ta lumière. Je t'aime au-delà de toute mesure. Toujours, grand-père Joseph. Certaines personnes détruisent leurs enfants, pour construire leurs empires. Mon grand-père a détruit un empire, pour sauver son enfant. Je sais lequel des deux avait de l'importance.